Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne. Salut Mathieu. Comment il est la Réunion ? Bienvenue dans une nouvelle saison de Bas de Carré. On est super heureux de vous retrouver après cette pause estivale et bien sûr, on vous prépare de super épisodes pour vous accompagner sur cette deuxième partie de l'année. Avant de parler de l'épisode du jour, il faut qu'on parle, chers auditeurs. Vous êtes plusieurs centaines à écouter chacun de nos épisodes, alors on a vraiment besoin de vous. Mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, quelle qu'elle soit, pour nous aider à faire découvrir le podcast aux amoureux de la Réunion. On a 69 évaluations et seulement 8 commentaires sur Apple Podcast et 59 évaluations sur Spotify. C'est bien trop peu. Alors on compte sur vous. Je le redis, 5 étoiles et un commentaire, ça prend 2 minutes, même moins que ça, et ça nous aiderait vraiment beaucoup. Maintenant que c'est dit, parlons de l'épisode du jour. Oui, aujourd'hui Mathieu, tu invites Julien Anchin au micro de Bas de Carré. C'est ça. Julien est professeur de SES de jour et militant auprès du parti politique Révolution Permanente de nuit. Révolution Permanente est située tout à gauche de l'échiquier politique et Julien est un important contributeur du pôle média de ce parti. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que Julien a publié des articles sur la situation géopolitique de la Réunion. Car oui, la France a un intérêt stratégique à compter la Réunion parmi ses territoires d'outre-mer. Ensemble, vous allez parler de géopolitique, d'économie, de politique et de société. Oui, j'ai demandé à Julien de déconstruire 4 poncifs qu'on pourrait avoir sur la Réunion, comme par exemple, je cite, « La France n'a pas besoin de la Réunion, on peut s'estimer heureux d'être français ». Alors j'espère que vous avez bu un bon café ce matin, parce que l'échange promet d'être riche. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Julien, bienvenue sur Bas de Carré. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, on a pour habitude de demander à nos invités de se présenter. Imaginons qu'on est dans un vol Paris-Réunion et tu dois te présenter auprès de la personne qui est assise juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu dirais avec tes mots ? Déjà, je serais content parce que ça fait 3 ans que je ne suis pas rentré à la maison. Donc, ça ferait du bien dans un vol Paris-Réunion. Moi, pour me présenter, je suis militant politique. Je suis journaliste pour le journal Révolution Permanente et ça fait je viens de la Réunion, ma mère vient de la Chaloupe Saint-Leu, voilà, une famille Diab un peu Déo, et Diab Chouchou Déo, et du côté de mon père il est franco-libanais, et donc voilà, je suis arrivé en France comme beaucoup de monde en fait en 2015. Je suis arrivé pour faire mes études en sciences politiques. Okay. Et voilà, et me voilà. Ok, et donc aujourd'hui, quelles sont tes activités ? Qu'est-ce que tu fais professionnellement ou qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? D'un côté, je suis prof, mais ça, voilà, disons que c'est plus mon travail, etc. Et puis de l'autre côté, j'essaie de faire un travail politique avec le journal, donc avec Révolution Permanente, et puis aussi de la recherche un peu indépendante, quoi, pour essayer de comprendre comment est-ce que la France traite ses colonies actuelles, ses dernières colonies, en particulier la Réunion, bien sûr, et comment est-ce qu'elle les utilise, en fait. Pour dire en 2 mots, non, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en France en 2015, j'avais une politisation sur la Réunion très faible et une connaissance en fait de notre histoire qui était vraiment zéro, quoi. Et du coup, c'est un peu le reflet de la Réunion ou des Réunionnais de manière générale. Hein, Ouais, c'est ça. C'est un peu la sensation qu'en fait, tu vois, on n'a pas. Si, peut-être que tu peux avoir des échos de l'histoire de l'esclavagisme, etc., mais encore très peu. C'est-à-dire quelque chose de très faible, quoi. Ouais. Mais connaître, par exemple, on dirait qu'il n'y a pas eu de 20e siècle. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Commencer par là et on dirait que et du coup tu t'habitues en fait à une histoire, à une façon de penser l'île, comme si c'est. J'aime bien dire des fois que en fait il y a quelque chose que je reprends beaucoup, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais que je crois que c'est Françoise Vergès qui expliquait une fois dans un bouquin comment est-ce qu'on est dans les colonies actuelles, ni d'anciennes colonies, ni dans le monde post-colonial, ni totalement français, et donc on a un peu une histoire qui est singulière. Ouais, qui est singulière, mais qui est aussi très peu connue.
en fait. Ignoré, inconnu, et même volontairement ignoré. Et est-ce que tu peux dire un mot sur ton parti, sur ton travail aussi journalistique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? En fait, on est un parti, donc comme le nom l'indique, on est un parti révolutionnaire, on est un parti qui existe depuis maintenant 2022, qui avant faisait partie du NPA. Pour ceux qui peut-être connaissent, on a Anas Kazib qu'on avait présenté aux élections de 2022. Et on a un parti qui à la fois existe en France, mais qui aussi est rattaché à une internationale. Et notamment, c'est aussi beaucoup ça qui m'a aidé à me politiser sur la question de la Réunion, de penser beaucoup la question de l'internationalisme. Et en fait, on a un journal quotidien qui existe dans 14 langues, en gros. Et donc Révolution Permanente, c'est la version française de ce journal qui existe dans 14 langues, dans plusieurs pays dans le monde, etc. Et qui informe sur une actualité anticoloniale, anti-impérialiste, anticapitaliste, et qui réfléchit aussi d'un point de vue de la construction d'organisations révolutionnaires dans le monde, quoi. Donc, ce que je te disais, moi, j'ai découvert ton travail par le prisme du média, avant le prisme du parti. Quelle est l'importance que revêt ce média pour votre parti et pourquoi travailler autant le fond, les sujets, en quoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que tu t'investis j'ai l'impression que tu t'investis surtout sur la partie média plutôt que sur la partie politique pure. Moi particulièrement, en plus, je suis beaucoup sur la partie internationale du média, aussi sur la partie de traitement de l'actualité des Outre-mer, etc. Même si on aimerait faire beaucoup plus, c'est évident, mais voilà, c'est un début. En fait, d'une certaine manière, tu vois, il y a un peu... de manière générale, ce sont souvent les classes dominantes qui ont le monopole de l'information, pas seulement de l'information, mais de ce qu'on entend et comprend de l'information. Et sur les questions internationales, il y a un monopole qui est d'autant plus fort. Là, on le voit, mais par exemple, typiquement sur le génocide en cours à Gaza, le traitement de l'information, il est monopolisé et il est concentré autour d'un soutien inconditionnel au génocide, etc. Et donc, pour nous, c'est une façon en fait d'offrir une voie aux exploités, aux opprimés, qui soit une voie alternative justement et qui soit une voie de notre classe, une voie de notre classe au sens large, c'est-à-dire pas qu'en France, mais aussi, pour le coup, moi, comme je te disais, j'essaie aussi de travailler avec des camarades comme Maëva Amir, peut-être que tu pourras voir son travail, qui travaille sur Mayotte, avec d'autres camarades comme Félix, qui travaille sur la Guyane, etc. En gros, on essaie aussi de comprendre que tu peux difficilement construire une voie alternative en France aujourd'hui sans poser la question que la France, c'est un pays qui, dans le reste du monde, domine d'autres peuples, d'autres régions, économiquement, militairement. Et donc le journal, voilà, pour essayer de synthétiser un peu, c'est ça. Il sert à apporter une voie alternative, quoi, pour nous. Il y a ce côté international qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup. Ou alors peut-être que je cherche pas assez bien, mais j'ai l'impression que c'est un manque qu'on a, nous, dans les dom-tom, je pense surtout à La Réunion, de vraiment comprendre le contexte géopolitique de comment s'inscrit La Réunion par rapport à la France, par rapport aux pays voisins, par rapport à des empires chinois, indiens qui pourraient avoir des velléités particulières sur le territoire. Et je trouve peu de ressources autour de ces sujets-là. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir accès à ce genre de ressources et donc pourquoi est-ce que toi tu en crées? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'un côté, il y a un truc qui est évident, qui est qu'on nous a toujours expliqué en gros qu'on est plus un coût qu'un profit avec les Outre-mer pour l'impérialisme français. Tu vois, on nous rabâche tout le temps... si vous voulez l'indépendance, prenez-la, parce que de toute façon, c'est comme ils ont dit au Kanak récemment, quoi. Si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Mais après, dès qu'il faut une révolte pour demander l'indépendance, ça se passe bizarrement. Ouais, c'est ça. On arrête massivement les militants politiques, on tue des Kanaks, etc. On les envoie en prison à 18 000 km ou je sais pas combien de milliers de kilomètres. C'est ça, complètement. Christian Théin, il a été libéré récemment parce qu'il avait fait des manifestations, quoi. Tu vois, c'est fou, mais il y a une histoire qui est construite autour de ça, un discours politique sur ça.
Et après, la deuxième raison, c'est que je pense que même d'un point de vue de l'état-major français, d'un point de vue de la géopolitique française, les Outre-mer avaient été, après les années 90, après la chute du mur, un peu oubliés parce qu'il y avait une domination occidentale du monde qui était très claire, d'un côté, parce que la question coloniale avait donné l'impression d'être résolue, ce qui est évidemment faux. Et récemment, en fait, c'est intéressant parce que il y a peu de travail qui est fait sur cette question. Mais il y a de plus en plus de travail qui est fait depuis la France métropolitaine, c'est-à-dire dans des instituts de recherche stratégiques, des rapports du Sénat, etc., et qui s'intéressent beaucoup à l'Indo-Pacifique, qui s'intéressent beaucoup à la place de la France dans le monde, et qui commencent à se dire, en fait, c'est des territoires qui servent à quelque chose. C'est un peu une redécouverte de l'océan Indien, par exemple. Hein, c'est un océan qui avait l'air oublié, tu vois, même en géopolitique générale, quoi. Et il y a une forme de redécouverte de la centralité stratégique de ça. Et la France, en fait, elle a une géographie coloniale, donc notamment dans ces espaces-là. Et j'ai l'impression que je peux aussi rattacher ça avec nos histoires personnelles. Je vais parler de la mienne, qui est que j'ai grandi dans les années 90, les années 2000, où on valorisait beaucoup l'Occident, la France, les États-Unis. On te dit quand est-ce que tu pars définitivement faire tes études, ta carrière, tu dois partir pour réussir. Et que depuis, je dirais, la fin des années 2010, on a tous ces jeunes qui sont partis, qui se posent beaucoup de questions sur qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont partis, qui commencent à comprendre qu'ils ont fait peut-être partie d'enjeux structurels qui dépassent les individus. Leur volonté. Leur volonté. Ouais. Et que là, du coup, on revient avec des questionnements, on revient avec des gens qui ont envie de faire des travaux de recherche aussi sur plein de sujets. Hein. On parle de géopolitique, mais ça peut être du social, ça peut être de l'économie, ça peut être du financier, ça peut être tout. De l'histoire. De l'histoire, etc. Et que j'ai l'impression qu'on va de plus en plus avoir de matière, justement, dans les années à venir, parce que on est plus à se poser des questions sur ça, alors qu'avant, les regards étaient beaucoup plus tournés sur les États-Unis, peut-être l'émergence de l'Asie à la fin des années 2000. J'ai l'impression que c'est plus ça aussi. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Totalement, c'est le truc de Kaf Malbar, l'américaniser, densifier. Non, mais parce que c'est vrai que en fait, on est une génération aussi qui, moi, je le contextualise dans le néolibéralisme triomphant, dans le moment en gros où il y a eu une histoire qui est centrée sur la réussite personnelle, sur la réussite individuelle, sur celui qui s'en sort, c'est parce qu'il travaille. Et en plus, beaucoup, je pense, de ceux qui comme nous, sont venus en France, etc., viennent de familles qui venaient pas forcément de familles aisées, etc. Moi, j'ai une famille tu vois, des Hauts-de-Saint-Leu, de Yab, tu vois. Donc, en fait, moi, j'ai vu mes frères partir un par un en France. On est 4, on est partis. Tous à 18 ans, il y avait le rituel. À 18 ans, tu pars. Ouais. Soit tu fais une prépa avant, soit tu pars. Premier diplômé de la famille. Ma mère, moi, j'ai retrouvé son brevet dans le plastifié et ça a fait ça m'a touché de voir que, première génération qui a son bac, par exemple. Et en fait, ça m'a, en faisant un peu des recherches, parce que je fais des recherches aussi pas seulement sur la question géopolitique, mais aussi sur les luttes sociales à La Réunion, etc., parce que je pense que les deux questions sont profondément liées. Ça m'a intéressé parce que j'ai retrouvé un peu des travaux sur le Rideau de Cannes, qui était un journal, par exemple, de la diaspora réunionnaise en France, années 50-60, je crois, et qui était en fait des Réunionnais qui essaient de se poser la question, justement, de la question coloniale, qui remettaient la question coloniale dans une petite revue qui traitait ces questions, etc. Il y a eu d'autres expériences comme ça, d'associations. En fait, c'est vrai que la diaspora, souvent, surtout dans un moment comme aujourd'hui où en fait, tu vois, on est une génération qui n'a pas une croissance économique qui te promet une réussite. Plutôt au contraire, on est en train d'assister à génocide, crise économique, etc. En fait, on a cette remise en question, elle nous fait nous rattacher à notre histoire, à nous poser des questions sur notre histoire. Et puis en plus, quand tu arrives ici, tout le monde te rappelle que tu es réunionnais. Même si tu ne le dis pas, si tu finiras par te piéger à un moment, on te le rappelle, et on te le rappelle parfois violemment. Et donc, en fait, il y a une question identitaire qui naît. Et je pense que cette question de mémoriel qui est en train de se construire, pour moi, ça donne lieu à chercher des réponses politiques au problème, quoi.
Alors, je suis très heureux qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler de géopolitique, de lutte sociale, de politique, peut-être un tout petit peu d'économie. Et comme je disais, c'est des sujets qui sont peu abordés, je trouve, et je suis content qu'on le fasse ensemble. On va faire un échange un peu différent d'habitude sur Bas de Carré. Donc là, j'ai noté des poncifs à déconstruire. Donc je vais te donner une phrase et puis tu vas me dire quel est ton point de vue là-dessus. Pourquoi est-ce que selon toi, cette phrase, on doit la remettre en question? Et puis voilà, ça permettra de voir assez largement, je pense, de faire un premier tour d'horizon sur la situation de la Réunion. Donc pour commencer, le premier poncif à déconstruire, c'est la France n'a pas besoin de la Réunion, on peut s'estimer heureux d'être français. Alors celle-là, c'est une des meilleures. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, par rapport à l'exemple du peuple kanak récemment, qui a connu des mobilisations très importantes en Kanaki pour son indépendance. Déjà, la France, la Réunion a la chance d'être française jusqu'à ce qu'un jour il y ait des mobilisations, et là tout de suite, attention, restez français, il faut absolument pas perdre ces dernières colonies. Comme souvent, si c'était une sorte de musique de fond qu'on nous rabâche. sûr, Voilà, vous avez la chance d'être français, mais dès lors qu'on veut remettre potentiellement en question ou s'interroger sur le sujet, on voit comment c'est traité politiquement. c'est une forme même de chantage, de chantage, parce qu'en fait, à la fin, tu fais des études, tu as de la chance d'être là. Ouais. T'as un travail, tu as de la chance de l'avoir. Tu te compares toujours en fait avec la misère aux alentours. Donc tu vois, on te dit toujours, regarde, pour les Antillais, souvent c'est regarde Haïti, pour les Réunionnais c'est regarde Madagascar, voilà. Et en fait, souvent cette vision des choses, cette façon d'expliquer un peu notre histoire, permet de nier complètement le caractère colonial de l'histoire réunionnaise. Et elle permet d'oublier, on va dire, parce qu'il y a toujours ce truc de dire regardez la balance commerciale, regardez tout l'argent qu'envoie la France à la Réunion, tous les efforts fiscaux qui sont faits, etc. C'est oublier qu'il y a une grosse partie de cet effort qui s'explique rationnellement et pas voilà. Alors évidemment, il y a une population qui est là, qui a une nationalité française massivement, donc ça joue. Mais surtout, la principale chose, c'est que la Réunion et les autres colonies françaises actuelles jouent un rôle géostratégique central. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse d'abord le focus sur l'axe géostratégique, géopolitique, et on ira sur la partie coût, économie un peu après. Oui, bien sûr. Sur le géostratégique, déjà, c'est simple. La première des choses, c'est que la France, c'est le deuxième empire maritime mondial, deuxième territoire maritime mondial. Ça s'appelle les zones économiques exclusives c'est ni le Havre ni Marseille qui donnent cette zone économique exclusive massive. 97% du territoire maritime français, il se trouve hors hexagone. Donc ça, c'est une question centrale. Pendant très longtemps, encore aujourd'hui, bien sûr, la principale frontière maritime française, elle est partagée avec l'Australie. Ah oui. La principale maritime terrestre, elle est partagée avec le Brésil. Ah oui, avec la Guyane. Et ouais, c'est D'accord, ça. Ouais. Donc c'est le deuxième empire maritime mondial. C'est un empire où le soleil ne se couche jamais. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient beaucoup, mais qui joue son pesant d'or dans les relations géopolitiques internationales, parce que c'est des lieux en fait où tu fais passer tes sous-marins nucléaires. Tu fais passer, tu peux observer, tu peux créer des observations maritimes, tu fais de l'anti-piraterie, tu fais la présence militaire. Enfin, en fait, c'est ce qu'on appelle les troupes françaises en territoire souverain, les troupes de souveraineté. À La Réunion, c'est les FASOI, donc c'est les forces armées de la zone sud-océan Indien, et qui permettent, en gros, c'est pas petit, c'est 2000 et quelques hommes qui sont rattachés, en gros, à ce corps militaire, qui ont été utilisés dans des opérations militaires dans la région, même y compris pendant l'opération turquoise au Rwanda, etc. Et donc, cette question-là, elle est centrale. Par exemple, pourquoi aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a intéressé. La première chose qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la géopolitique de la Réunion, c'est que j'ai regardé la zone maritime française autour de Madagascar. Et ça, c'est incroyable, parce que tu te rends compte qu'en fait, autour de Madagascar, il y a les îles éparses, les Nossi Malagasy, qui sont revendiquées par Madagascar.
Il y a au nord, du canal du Mozambique, il y a Mayotte, qui aussi contrôle une partie. Donc c'est une clé de voûte hein, d'un espace où passe énormément de pétroliers, Bien etc. sûr. Il y a Tromelin qui est co-contrôlé avec Maurice. Hein, bien sûr, c'est voilà, co-contrôlé, c'est-à-dire C'est revendiqué par Maurice, non? bien sûr, Ouais. ouais, bien sûr. Déjà, si tu parles rien que de ça, rien que ces territoires-là, hors la Réunion, tous sont revendiqués par quelqu'un. Ah oui, d'accord. Hein, Ok. c'est-à-dire que la France a pris ces territoires à quelqu'un. D'accord. Plus au-dessus, tu as un axe avec une base militaire à Abu Dhabi, une base militaire à Djibouti. Et en fait, je cherchais à comprendre à quoi sert la Réunion. Parce que c'est pas. Voilà. Et en fait, la Réunion, c'est un peu la fin de cette clé de voûte, en gros. C'est la base militaire de Port-des-Galets, c'est ces zones d'observation, etc. En fait, c'est une zone centrale pour contrôler le sud-ouest de l'océan Indien. Et en fait, s'il y a une raison pour laquelle la France a encore une position internationale importante, malgré le fait que ce n'est pas une puissance à la taille des États-Unis ou de la Chine, c'est parce qu'elle a l'arme nucléaire, elle contrôle d'anciens territoires africains, comme on l'a vu depuis très longtemps, et puis elle a aussi cet espace maritime géant sur lequel, qui lui sert en fait à peser dans les négociations internationales. Par exemple, tu disais, maintenant on voit l'Inde, on voit la Chine émerger, etc. Une des raisons pour laquelle la France a son mot à dire dans la région, c'est parce que c'est elle qui autorise ou pas les Indiens à avoir des bases militaires dans la région. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'Inde, c'est une puissance qui contient la Chine. Parce que Modi est totalement aligné aux intérêts des Occidentaux. Et donc, le développement de la Chine, pour la France, c'est un danger, donc il faut un allié, quoi. Puis pareil, une dernière chose, la Réunion, c'est ce qui permet de relier directement l'océan Indien au Pacifique. Parce qu'il y a une autre colonie qui est très importante, c'est la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, et qu'il y a un axe aussi, en gros, il y a une distance qui est tyrannique, quoi, qui est géante entre les deux, mais en fait, ça te permet toujours d'avoir une base de retrait. Tu vois, dans des confrontations de haute intensité, etc., c'est une base de retrait. Okay. Donc, il y a un renouvellement dans le monde de l'intérêt pour l'océan Indien, pour le Pacifique, et la Réunion, là-dedans, c'est un peu le fait que la France soit riveraine dans ces négociations, dans ces confrontations entre grandes puissances, c'est avant tout partie d'une géographie coloniale. Et pour illustrer la volonté d'expansion des autres empires, on peut parler de la Chine notamment, qui investit beaucoup dans les infrastructures, dans les pays africains, bien sûr. Qui place ses pions. En fait, je ne sais pas si les auditeurs sont très au fait de tout ça, mais on voit actuellement que chaque puissance essaie de placer ses pions. On peut voir la Corée du Nord qui fait des tentatives, qui montre qu'elle est prête à sortir. On peut voir la Chine versus Taïwan. On voit qu'en fait, chaque empire, en tout cas chaque puissance, essaie de vraiment de se constituer une bonne position, je dirais, sur la planète. Et donc la Réunion est un de ces maillons pour la France. J'avais pris justement un chiffre, tu parlais de zone économique exclusive, donc ZEE. J'ai noté que la ZEE, qui est grâce à la Réunion, est de 640 000 km², soit la superficie de la France hexagonale terrestre. C'est pas mal. Ouais, donc en fait ça montre que certes la Réunion c'est petit, mais ça permet de dominer cet espace-là. Et tu parlais tout à l'heure, tu faisais un peu le lien avec la géographie et donc toutes les îles qui sont françaises. Et ben ça nous donne une sorte de couloir, de corridor du côté du canal du Mozambique et de l'autre côté avec la Réunion, qui fait une vraie zone de contrôle pour la France. Et ça, c'est des points stratégiques très forts dans les négociations, dans des rapports de force avec d'autres puissances. Ouais. Bien sûr, bien sûr. En fait, la question, c'est ça, c'est qu'on assiste, moi je m'appuie sur une vision marxiste de l'impérialisme et ça part du principe qu'il y a un système des États et que c'est entre ces États, il y a des États qui dominent et des États qui sont dominés. Okay. Et il y a des États qui, un peu entre les deux, depuis les années 2000, années 2008, avec la crise, etc., et c'est un peu de faire leur place. Par exemple, la Chine, c'est le meilleur exemple de ça. Moi, je crois que ce à quoi on assiste actuellement, c'est à la tentative de la contention de ces nouvelles puissances qui veulent aussi leur part du gâteau. J'ai aucune illusion dans leurs intérêts. C'est pas les intérêts de sauver les peuples ou quoi que ce soit de l'Inde, de Modi ou de la Chine de c'est plus Xi un Jinping. constat. Voilà, c'est ça. Donc il y a une volonté de se repartager la part du gâteau.
Et la France, là-dedans, elle dit moi, j'ai mon mot à dire. Ouais. Moi, j'ai mon mot à dire parce que j'ai toutes ces colonies-là. Donc, pour moi, c'est une question essentielle. Faut se dire quand même que le seul État européen qui a des colonies de l'Union européenne, qui a des colonies dans l'Indo-Pacifique, dans ce territoire-là, qui est beaucoup ciblé un peu, c'est un territoire géopolitique, c'est-à-dire c'est pas vraiment, il n'y a rien à voir entre le Pacifique et l'océan Indien, mais d'un point de vue de la contention de la Chine, c'est là où le pouvoir, en gros, géopolitique chinois serait, quoi. Et le seul État de l'Union européenne qui a des territoires là-dedans, c'est la France. Donc la définition que fait l'Union européenne de l'Indo-Pacifique, elle part de la côte est de l'Afrique, en partant de Mayotte, et elle s'arrête à Clipperton, une toute petite île française qui est juste à côté entre les États-Unis et le Mexique, quoi. Et donc même la définition de l'Union européenne, c'est une définition coloniale basée sur la vision de la France. Ouais. La France a son mot à dire dans ces confrontations en grande puissance pour ça. Ok. Donc quand ils définissent Indo-Pacifique, ils définissent comme ça. Chaque État a un peu sa définition, parce que comme je disais, c'est pas une réalité ni culturelle, ni géographique, etc. C'est une réalité géopolitique. Et comme c'est une réalité géopolitique, chacun il donne sa définition selon ses intérêts. La Réunion est un enjeu pour la France et pour l'Europe également. Donc. Bien sûr. Okay. Ouais, bien sûr. Et d'un point de vue militaire, je sais que c'est un sujet que tu as travaillé. On peut se dire qu'il y a pas... Enfin, oui, on va pas nier. Il y a des tensions de manière générale aujourd'hui à l'international. Ouais. Mais autour de la Réunion, on voit pas grand-chose. Donc, est-ce qu'il y a un réel enjeu militaire sur ce territoire ? Si tu regardes en gros, bien sûr que entre Malgaches, Réunionnais, Seychellois et Mauriciens, normalement, on n'a pas trop de raison de se faire la guerre. Il y a quelque chose que les indépendantistes ou les partis communistes réunionnais aussi disaient beaucoup dans les années 60-70. Moi, je ne me reconnais pas dans l'une ou l'autre de ces traditions politiques, mais par contre, il y a quelque chose qui insistait beaucoup et qui était intéressant, je pense, c'était qu'en gros, ceux qui militarisent aujourd'hui cette région, donc le sud-ouest de l'océan Indien, c'est clairement les puissances internationales. Il n'y a pas d'autre raison pour lesquelles il pourrait y avoir des confrontations militaires que ça. Okay. Que le fait qu'il y ait des échanges entre les puissances. La France, pendant longtemps, elle a fait une opération qui a été aussi la deuxième plus longue, en gros, après la guerre d'Algérie, c'est l'opération Barkhane au Sahel. Donc, qui a commencé en 2015 avec des opérations intérieures en 2013, etc., qui a pour objectif de contrôler tout l'espace Sahel, donc tu vois, Mali, Tchad, etc. Ça a été une défaite. La France, elle a eu son... Tu vois, comme l'Afghanistan, les États-Unis ont dû partir à la va-vite, c'est la même chose pour les Français. Donc, il faut valoriser autre chose. Il faut valoriser ce que tu as. Quand tu perds du territoire, un espace aussi important d'un point de vue stratégique et d'un point de vue de ta place... La France, l'impérialisme français, pardon. Parce que c'est pas la France, pas les Français. Je parle bien de l'impérialisme français. L'impérialisme français, il est omnibulé par sa place, son rang. Tu vois, c'est l'obsession gaullienne pour le rang, tu vois, etc. Il y a quelque chose de nouveau, c'est que toutes ces puissances-là, elles essaient d'avoir des bases militaires. Tu l'as dit, la Chine investit en Afrique. La France, par exemple, l'État français total a des intérêts, par exemple, au Mozambique. Il y a des interventions de militaires français au Mozambique qui arment et entraînent les militaires au Mozambique, entraînés par ailleurs parfois par des militaires qui sont à La Réunion. Okay. Donc c'est pas que ça sert à rien, c'est pas qu'ils sont là et qui chôment, quoi, ils ont du boulot. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des gisements de pétrole massifs. De l'autre côté, la France, l'État français a mis en place une loi de programmation militaire. Loi de programmation militaire qui a pour objectif d'augmenter massivement les budgets militaires français. 13 milliards vont être dédiés aux Outre-mer. Et après, il y a la négociation des bases. C'est-à-dire, l'Inde veut ouvrir une base ici, tu dis, en gros, c'est avec mon accord, quoi. Si c'est toi qui domines la région, j'incite vraiment pour les gens qui écoutent l'émission, aller regarder les zones économiques exclusives dans le sud-ouest de l'océan Indien. C'est tout autour de Madagascar. Moi, si j'étais Madagascar, je serais pas très serein. Mais voilà. Donc, en fait, c'est elle qui a un droit de décision. L'État français a un droit de décision sur qui peut ouvrir des bases militaires ou autres. Donc oui, bien sûr, la zone est en train de se remilitariser. Pas à échelle de ce qu'on est en train de voir dans le Pacifique. Le Pacifique, il y a une militarisation beaucoup plus rapide. Mais lentement, mais sûrement, on assiste à ça, à un retour de la militarisation. Ok. Très clair sur cette partie. Je pense qu'on peut aller sur le deuxième poncif à déconstruire. Donc là, c'est un peu plus d'un point de vue économique.
La Réunion coûte trop cher à la France. Pourquoi est-ce qu'on peut remettre en question cette phrase ? D'un point de vue économique, la Réunion coûte trop cher à la France, mais la France, l'État français, l'impérialisme français coûte très cher à la Réunion aussi, dans le sens où, non, mais c'est une façon de rigoler, mais je veux dire, c'est évident, on va dire que, je le disais tout à l'heure, il y a un investissement énorme en fait, investissement, je sais pas, mais en tout cas un financement énorme, tu vois, de la Réunion par l'État français, mais disons que moi je me suis intéressé à quelques chiffres. Par exemple, je compare avec Maurice, parce que tu vois, c'est une réalité. Bon, démographiquement, c'est un peu plus petit, c'est une île un peu plus petite, c'est pas la même réalité géographique, etc. Mais quand même, c'est juste à côté. Et puis voilà, en termes de composition historique, voilà. Maurice, c'est le deuxième État le plus industrialisé, troisième État, je crois, proportionnellement par rapport à la population, le plus industrialisé d'Afrique. Je me suis dit, mais c'est bizarre, donc je vais regarder les industries à La Réunion. Mais il n'y a pas grand-chose. Non. Il y a eu l'industrie de la canne, qui vivait sous perfusion de l'État français, clairement, des grands propriétaires terriens de la canne, etc. Il y a un petit secteur, pas industriel, mais aussi beaucoup tourné autour des services, du BTP, des transports, etc., qui, pareil, vit sous perfusion en fait, des aides françaises. Et puis ensuite, il y a des services non marchands, en gros, présents sur place, qui sont rattachés à l'État, les fonctionnaires, etc., etc. Donc en fait, tout ça, ça te montre qu'il n'y a pas vraiment eu de projet de développement, d'industrialisation, en gros, de tout ce qui pourrait permettre une voie à l'autodétermination, entre guillemets, de tes intérêts. Parce que quand tu regardes la réalité économique de l'île, il y a un chômage massif. Je crois que le chômage jeune, il est extrêmement élevé. C'est 30%. J'ai vu pour les moins de 24 ans. Voilà, moins de 25 ans. Voilà, c'est énorme. Le chômage aussi général, il est énorme. Le travail informel est énorme. La population sous le seuil de pauvreté, pareil, c'est un des territoires de l'État français avec le plus de personnes sous le seuil de pauvreté. En fait, on compare très souvent aux territoires frontaliers, je veux dire, voisins, mais on compare pas à l'Île-de-France, Hauts-de-France, etc. Si tu compares à Toulouse, là, c'est pas la même chose que si tu compares aux Seychelles. Tu vois, par rapport aux Seychelles, c'est l'expression, mais c'est comme Mayotte d'une certaine manière. Enfin, bien sûr, il n'y a pas du tout les mêmes niveaux de développement. La Réunion est bien plus développée que Mayotte, mais c'est une île de pauvreté dans un océan de misère. La Réunion, c'est une île de petite richesse, en plus avec une richesse qui est d'une répartition, c'est un des territoires les plus inégalitaires de France. Voilà, tu as des gens qui ont un très bon salaire, un très grand patrimoine, et des gens qui n'ont rien du tout. Voilà. Pour illustrer ça, j'ai quelques chiffres. Donc, les chiffres du chômage donnés par l'INSEE en 2023. Donc, à La Réunion, c'est 16%, alors qu'en Hexagone, c'est 7%. Donc, on disait tout à l'heure, les moins de 24 ans représentent c'est 30% de chômage. Le taux de pauvreté à La Réunion, il est de 36%, contre 14% en France hexagonale. Donc, lié à ça, il y a le pourcentage de personnes qui sont au RSA. Il y a 12% à La Réunion contre 3,3% en France. Et dernier chiffre, c'est les revenus médians. 1120 € par mois de revenus médians à La Réunion contre 1830 € par mois en Hexagone. Le revenu médian, c'est brutal. C'est chaud. C'est une démonstration énorme de... Oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, il y a ce qui explique ça en réalité, c'est qu'il y a une politique qui a été celle de la politique de développement basée sur une politique de dépendance. En fait, il y a les théories de la dépendance qui ont beaucoup servi à comprendre ça. Très tôt à La Réunion, il y a une politique de développement qui a eu pour objectif, en gros, de pas industrialiser ou quoi que ce soit le pays, mais le rendre dépendant, en gros, aux importations, tout en permettant à une partie, à des couches de la population de pouvoir accéder à la consommation. Et on disait, en gros, s'ils accèdent à la consommation, déjà, ils ne se révolteront pas. Donc, il faut toujours contextualiser dans le fait que La Réunion, elle est au cœur elle était au cœur de confrontations mondiales aussi à l'époque, qu'à l'époque il y avait un parti communiste réunionnais puissant, il y avait des grèves importantes chez les travailleurs des plantations, etc., une explosivité sociale très importante, et donc il y a une conscience de dire il faut leur donner de quoi vivre en gros pour éviter les révoltes, etc. Ce modèle il s'est construit sur la dépendance.
Et il s'est construit sur la base aussi, parce que souvent on parle, c'est important ça quand même, de parler de... Il n'y a pas que les groupes français, il y a aussi des groupes locaux, tu vois, l'ancienne bourgeoisie, des gros blancs, aussi la bourgeoisie comprador actuelle, c'est-à-dire qui vit en fait de l'achat et de la revente. Ils achètent un produit en métropole, ils le revendent sur place un peu plus cher. Par là, ils récupèrent une petite partie de la plus-value de la production, tu vois, à chaque fois. Le groupe emblématique de ça, c'est le groupe qui fait scandale ces derniers mois, c'est GBH, c'est le groupe Ayotte, dont j'ai vu récemment que la principale partie de son bénéfice vient de la Réunion, ce qui est énorme par rapport à même plus qu'aux Antilles, alors que c'est un béquet entier, martiniquais. Donc, pardon, je me perds un peu dans les détails, mais c'est juste pour dire en gros que voilà, il y a une construction en gros de cette dépendance économique sur la base de quelques secteurs qui sont des secteurs qui vont pas permettre d'ouvrir une voie à une amélioration des conditions sociales sans l'entrée d'argent depuis l'extérieur. Si tu produis rien sur place, en dehors de créer des bâtiments, faire des services et du commerce, en gros, mais que tu n'as pas de production locale, si ce n'est une production qui aujourd'hui est plus de l'ordre de témoignage, en gros, qui est la canne, quoi. Voilà. En fait, tu crées une dépendance économique quotidienne, quoi. Ouais. Et pour illustrer ça, donc j'ai un autre chiffre, c'est 85% des biens consommés sont importés à La Réunion. Ouais, c'est fou. Donc c'est vraiment... on a un effondrement, une apocalypse ou je sais pas quoi, ça deviendra très, très compliqué. Et bien sûr, j'ai pas la répartition, mais ça vient essentiellement d'un échange Hexagone-Réunion et pas Réunion-Afrique du Sud ou Réunion-Maurice ou... Non, et ça s'est renforcé depuis que la Réunion est devenue une région ultra-périphérique de l'Union européenne, qui l'a rendue encore plus dépendante de l'investissement extérieur venu de l'Union européenne. Et la Réunion a vu la proportion de ses échanges avec Madagascar, Maurice, l'Afrique du Sud, etc., se réduire énormément en proportion par rapport à l'investissement qui vient de métropole et de l'Union européenne. Et ça, dans le contexte où, comme je disais, quand tu as une île qui est extrêmement dépendante, en fait, et que tu n'as pas de secteurs industriels locaux, etc., en fait, voilà, tu enfermes les gens dans une dépendance économique. C'est pour ça que le discours qui revient toujours, c'est vous n'avez pas les moyens de choisir. Oui. Parce qu'en fait... Ce qui est vrai. Hein. Le fait de dire la France, l'État français donne beaucoup d'argent à La Réunion, c'est une façon de dire aussi, à tout moment, on vous le retire. Oui, sachant que c'est eux qui nous ont mis dans cet état-là. Et voilà, donc tu vois, c'est évidemment... Mais voilà, c'est une question économique importante, et j'insiste sur ça, c'est que attention à pas sous-estimer le rôle des élites réunionnaises aussi là-dedans, de la bourgeoisie réunionnaise aussi là-dedans, qui aujourd'hui a revendu la plupart de ses grands groupes à des capitaux internationaux. Je crois que c'est les usines de Cannes aujourd'hui, elles appartiennent à des groupes brésiliens. D'accord. Les groupes historiques de Châteauvieux, etc., ils sont rattachés à des groupes français. Okay. Voilà. Et puis les secteurs qui vendent en gros des biens de consommation, tu vois, un peu à Ravat, etc., quoi. Ouais. En fait, voilà, c'est littéralement de la comprador au sens où t'achètes, tu revends, quoi. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette vision pour comprendre pourquoi la dépendance. Ouais. Pour revenir sur ce poncif, donc la Réunion coûte trop cher à la France, on peut aussi dire que on a vu les chiffres publiés par le groupe Bernard Ayotte récemment, et en termes de marge dégagée, ils sont plutôt pas mal, et que s'ils investissent autant à la Réunion, c'est que ils y trouvent leur compte. Donc s'il n'y avait rien à vendre, s'il n'y avait personne pour acheter, ils n'iraient pas y vendre. Bizarrement, ils ne sont pas présents à Mayotte ou pas présents dans des territoires où ils n'y trouveraient pas du tout leur compte. Donc, bien sûr. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait tacler. Troisième poncif, la Réunion n'est plus une colonie depuis 1946. Bon, en fait, c'est une façon de fermer l'histoire, quoi. Tu vois, comme si la loi du 19 mars 46, en gros... Paf, c'est fini. Boum. Il n'y a plus, tu vois, il y a plus de colonisation. Département français. La Réunion est un territoire français, au même titre que, je sais pas moi, la Haute-Garonne. Mais c'est ce qu'on nous enseigne, hein. C'est ce qu'on entend, et c'est pour ça que quand il y a les discours autour du néocolonialisme et des positions de lanceurs d'alerte, de partis, de médias autour de l'anticolonialisme,
au début, quand on n'est pas conscient du fait qu'il y a encore une emprise coloniale, on peut se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de révoltes, autant de contestations? La colonisation, c'est fini depuis 1946. Donc pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de revenir dans notre passé? C'est un peu has-been, quoi. Ouais. Là, tu parles de la colonisation et tu passes un peu pour un fou, quoi. Mais c'est bon, tu sais. C'est fini, ça. Ouais, c'est ça. En fait, s'intéresser à l'histoire de la Réunion, c'est très bien pour se rendre compte que là, on a dit beaucoup de chiffres, on a dit beaucoup d'éléments géostratégiques, mais il y a aussi des éléments historiques qui permettent de voir ça. Déjà, pourquoi la départementalisation? La départementalisation, c'était une façon, après la conférence de Brazzaville, donc en 1944, De Gaulle en gros réunit tout le monde à Brazzaville, des élites coloniales en gros. La France a connu une défaite militaire importante contre l'Allemagne, elle a collaboré. Il y a un secteur de l'armée française qui a participé à la résistance, un secteur de la population aussi. Et donc De Gaulle dit il faut qu'on arrive à remettre de l'ordre dans le monde colonial. Plusieurs propositions sont faites. Mais en tout cas, la promesse c'était d'en finir. La Réunion n'a pas eu d'indigénat, mais dans beaucoup de territoires, par exemple, c'est la fin de l'indigénat, etc. La promesse qui est faite derrière, c'était une promesse de ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'indépendance, notamment pour les élites bourgeoises de la Réunion, des Antilles, de la Guyane. C'était une façon de leur dire ne vous inquiétez pas, on va éviter l'indépendance et on va vous donner une reconnaissance de la départementalisation. Mais à la Réunion, c'est un peu particulier parce que la question de la départementalisation, elle vient d'une partie de la droite, mais elle vient aussi de la gauche. D'accord. Le Front populaire en 1936, il y a des mobilisations massives, et c'est le Front populaire qui demande, il y a les banderoles, c'est départementalisation. Okay. La loi, elle est déposée par Aimé Césaire, le 19 mars 1946. Elle est déposée par Aimé Césaire et elle est déposée avec le soutien de Vergès. À l'époque, il n'y avait pas le Parti communiste, mais voilà, de Vergès aussi. Donc, en fait, ça a donné l'illusion, que finalement, avec ça, la colonisation se terminait. Bon, très vite, on s'est rendu compte que non, pas du tout. Que c'était une promesse, non pas d'égalité, de reconnaissance d'une égalité, mais une promesse d'assimilation forcée, on va dire, culturelle, politique, importante. Et il y a plein de choses qui se sont installées par la suite. Déjà, la départementalisation a donné un niveau de développement, comme je disais, économique important, parce qu'il fallait répondre aux risques des indépendances, parce qu'il ne faut pas oublier que juste avant, il y a eu en 1947, ensuite, tu as les mobilisations à Madagascar, tu as la révolte à Madagascar qui fait peur. Oui. Voilà. Il y a l'Indochine. Plus tard, il va y avoir l'Algérie. Ouais. Donc il faut éviter la décolonisation. Et en plus, il y a un parti communiste réunionnais puissant qui est en train de naître. Donc il faut saper son autorité, sa place, etc. D'ailleurs, le gros des investissements se font plutôt dans les années 60. C'est pas dès 1946 que... non, ouais. Oui. Donc c'est une fois que la France commence à perdre son empire, voire son empire éclater, que là, l'investissement se passe, avec l'arrivée notamment de Debré. C'est ça, c'est jamais... oui, tu vois, une figure aussi importante que la personne qui a écrit la Constitution de la Ve République vient à La Réunion. Alors bon, il y avait des disputes parmi les gaullistes, mais il y avait aussi... ils ne se retrouvent pas au hasard là-bas. Donc c'était une façon de répondre au développement de cet anticolonialisme important. Et il fallait y répondre par un développement, tout en contrôlant toujours la question démographique. Donc par exemple, c'est pas moi qui pourrais en parler le mieux, mais c'est la question par exemple du contrôle démographique, des stérilisations forcées des femmes. C'est une façon d'éviter qu'une population trop importante puisse naître. Ouais. Donc on justifie toujours ça autour de la question de l'hygiène. C'est l'interdiction pendant longtemps du Maloya, c'est la répression du créole. C'est le Bumidum, c'est les enfants de la Creuse. Voilà. Là, on est dans les années 60-70. Donc, on a toujours des traces des traces, c'est pas des traces, mais des exemples clairs d'une emprise coloniale sur la Réunion. Les enfants de la Creuse, moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, j'avais pas vraiment compris ce que c'était quand j'étais gamin, jusqu'à ce que parce que ma mère me disait toujours, on avait peur de la voiture rouge. On avait peur de la voiture rouge, donc... ma mère nous disait toujours de nous cacher quand il y avait la voiture rouge. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'elle disait avec cette voiture rouge. Mais voilà. Et en fait, après, j'ai compris en lisant, en arrivant ici, tu vois. C'est là que j'ai plus poétisé la question, etc. Mais qu'en fait, la voiture rouge, c'était les assistants sociaux qui venaient récupérer des enfants et les ramener au SAMU social. Et puis ensuite, ils finissaient dans la Creuse, etc. Donc, il y a eu les enfants de la Creuse, il y a eu le Bumidum. En gros, plein de pratiques que tu n'aurais jamais accepté ça sur un breton.
Clairement. C'est des pratiques de séparation familiale, de déportation d'enfants qui ont découvert d'eux-mêmes. On a eu récemment, je crois que c'était il y a quelques mois, une des enfants de la Creuse qui a encore été découverte. C'est brutal ces choses-là. Moi, je me disais, du coup, quand ma mère me racontait ça, je me disais, mais ma mère, elle aurait pu en faire partie. Toutes ces questions-là, en fait, elles rappellent quand même qu'il y a une réalité coloniale. La dépendance économique, l'utilisation géostratégique de l'île, mais aussi l'histoire politique et le rapport à la population vis-à-vis de l'Empire qui est celui-là, qui est la disposition des corps. Disposition des corps décolonisés. En gros, il y en a un peu trop, tu stoppes les naissances. Voilà, tu les stérilises. Ceux les trop jeunes, tu vas éviter qu'ils soient trop nombreux, tu les envoies là-bas. Debré, il fait une ordonnance spéciale qui permet d'envoyer tous les fonctionnaires qui sont profs, etc., qui pourraient remettre en question l'ordre colonial ou l'intégrité du territoire français, tu les envoies en France, tu les forces à une mutation en France. C'est des réalités qui ont constitué l'après-46. Et ça, c'est une question importante. Et ces sujets, on les a traités dans différentes interviews. Je vous renvoie à l'interview qu'on a faite avec Myriam Paris sur le contrôle des naissances, le contrôle du corps des femmes dans les années 60-70. À l'interview, là ça remonte, je pense que c'est peut-être épisode 15 ou quelque chose comme ça, effectué avec Daniel Barré, qui a souffert de l'ordonnance Debré et qui parle notamment de Boris Gamaleya, etc., qui est du coup un poète qui lui aussi a dû subir cette ordonnance. Donc juste pour redire rapidement cette ordonnance-là, si vous étiez fonctionnaire et que vous faisiez partie, je ne sais plus c'est quoi les termes, parce que les termes étaient globalement assez vagues, mais en gros que vous pouviez causer trouble à l'ordre public, quelque chose comme ça, et on pouvait vous muter du jour au lendemain et vous envoyer du coup en hexagone. Et ça a été le cas de dizaines de familles qui sont parties comme ça. Et c'était un moyen donc pour le pouvoir en place de saper toute volonté politique qui n'irait pas dans leur sens, quoi. Donc, et prof en plus, souvent, parce que c'était des secteurs assez syndiqués, où il y avait des liens qui se construisaient entre profs qui arrivaient de France hexagonale et profs locaux. Et où le Parti communiste avait une influence importante. Ouais, totalement. J'avais une question, du coup. Là, on a parlé de beaucoup de sujets qui se passent plutôt dans les années 60-70. Aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce qu'il y a toujours une emprise coloniale ? Est-ce qu'il y a toujours ces traces-là dans notre quotidien aujourd'hui ? Je te donne un exemple tout simple. Déjà, je pense qu'il y a un phénomène qui est très sous-estimé, qui est un phénomène de fuite des cerveaux, qui est extrêmement fort. On en a parlé au début de l'épisode avec nous qui venions faire nos études ici. Si tu veux étudier, à moins que tu fasses telle ou telle filière qui existe à La Réunion, l'université de La Réunion en plus est très bien, il y a beaucoup de choses, etc. Mais sinon, il y a beaucoup de choses que tu peux étudier à La Réunion. Il y a beaucoup de choses... de toute façon, tu te prépares. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir partir. Tu vois. Alors, il y en a pour qui ça se passe mal, il y en a pour qui ça se passe un petit peu mieux. Il y a de l'isolement, etc. Mais déjà, première chose, il y a une fuite beaucoup de ce qui pourrait être les gens qui pourraient participer à construire l'histoire du pays, etc., quand ils partent, quand ils doivent partir. Première chose. Ensuite, il y a encore une construction d'un racisme d'État, d'un racisme colonial encore très important. Il y a une division raciale du travail à La Réunion qui est encore très forte. Il y a encore, par exemple, la majorité, je crois que je voyais récemment des chiffres, il n'y a pas de chiffres ethniques en France, donc c'est toujours difficile. Mais en gros, des hypothèses sur la quantité dans les populations carcérales de populations d'origine africaine, voilà. Donc ça, c'est des questions, on va dire, ces deux éléments-là, tu vois, de racisme encore très constitué, et auxquels s'articule ensuite, comme je disais, une dépendance économique encore très forte. Mais qui est un discours colonial qui existe pas que chez la droite française ou la droite réunionnais, même y compris à gauche. On accepte que c'est un territoire français qui appartient à la France. Et dès que tu commences à poser des questions plus de fond
sur cette réalité coloniale, tu creuses un petit peu, on va dire, et tu réalises l'ensemble des mécanismes de dépendance très importants. Donc, alors bien sûr, il y a des petites améliorations par-ci, par-là, tu vois, on va te donner plus de points, je sais pas, quand tu es prof, par exemple, pour pouvoir rentrer au bout d'un moment, etc. Mais ça ne casse pas la chaîne centrale de dépendance. Donc, pour moi, cette question de la colonie, on a déjà un peu répondu avant, c'est-à-dire sur les aspects économiques, sur les aspects géopolitiques. Et la question démographique, elle n'est pas terminée. Le bumidum n'est plus aussi. Enfin, l'ADOM, c'est pas aussi violent que le bumidum, bien évidemment, quoi. Mais on t'aide à partir, on t'aide de pas revenir. Ah ben, on t'aide à partir, on t'aide pas à revenir, et puis on t'aide pas à rester surtout. Oui. Il y a pas une volonté que tu restes particulièrement. Donc voilà. Enfin, moi, je crois qu'il y a ces questions-là qui sont importantes. Puis même, je veux dire, ensuite, tu le vois dans les aspects mémoriels et historiques aussi. La question de l'histoire réunionnaise, elle est encore très... Enfin, moi, j'ai l'impression de creuser, pas trouver. Je crois que j'ai écouté l'interview de Myriam Paris, qui est venue ici aussi, dans l'émission. C'est vrai, quoi. Trouver des sources, trouver des infos, c'est très difficile. C'est compliqué. Alors, bien sûr, le département de la Réunion, etc., il y a des choses maintenant. Je veux dire, on n'est pas comme dans les années 90, 80, etc. Il y a des choses. Mais il y a quand même une difficulté à trouver son histoire, quoi. Moi, le cliché et la blague sur la colonisation de on apprenait nos ancêtres les Gaulois aux colonisés, bah en fait, nous aussi, on a appris, quoi. Bah oui. Moi, je suis Bien sûr. dans les années 90. Bah oui. À l'école primaire, moi, c'était Astérix et Obélix qu'on nous apprenait, pas. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que toutes ces questions-là, en fait, ça fait ensuite à comment un peuple se voit lui-même. En fait, des fois, je trouve que c'est compliqué de voir comment la France voit la Réunion parce qu'on est partie prenante. Par contre, on peut voir comment la France considère la Kanaki, comment la France considère Mayotte, la Guyane, et on peut voir les scandales d'État qui en découlent. Certes, la Réunion est, je pense, considérée comme le bon élève d'Om-Tom, mais en fait, ce mécanisme-là, il nous affecte aussi. Bien sûr, en fait, je pense qu'il y a une façon aussi, tu vois, c'est des réalités socio-historiques très différentes, chaque dom-tom, etc. Voilà, la Kanaki avait un peuple premier. Les Antilles, c'est une histoire de lutte qui est quand même plus connue aussi, puis c'est une composition très différente. Historiquement, voilà, tu vois, c'est compliqué. Mais oui, il y a ce côté bon élève, entre guillemets, mais je pense que cette réalité, ce discours, on va dire, il se casse dès que les choses se tendent. Les Gilets jaunes à La Réunion en 2018, il faut voir le discours, quoi, de la presse, etc. Voilà. Je pense les promesses d'assimilation se rompent quand le bon élève commence à en devenir un mauvais et commence à un peu plus s'élever le ton, on va dire. Ouais, totalement. Et ben, je pense qu'on a bien répondu au poncif. La Réunion n'est plus une colonie depuis 1946. On a un dernier poncif qui n'est pas des moindres. C'est la Réunion représente l'idéal du vivre ensemble. Ah, ouais. C'est complexe, c'est plein de nuances, mais on peut remettre ça en question. Bah moi, en fait, ce truc-là, le vivre ensemble, quand je suis arrivé en métropole, en hexagone, moi, j'arrivais au milieu de l'opération Sentinelle, où il y avait des militaires dans la rue. Ouais. Partout, des militaires partout dans la rue. Il y avait même un discours islamophobe, raciste extrêmement dur, etc. Et donc, en fait, moi, paradoxalement, au début, je me suis attaché un petit peu à l'idée du truc du vivre ensemble, parce que je me disais, mais c'est des fous. c'est fou ce pays, à quel point il y a un racisme intégré, profond, etc. Et à idéaliser beaucoup, en fait, d'où tu viens, parce que il y a encore des choses comme l'appel du muezzin, etc. L'appel à la prière, c'est encore présent à La Réunion. Donc, en fait, voilà. Enfin, tu te dis au début, c'est ça. En fait, en contre-exemple, tu as l'impression que... Oui. Et cette illusion, le problème, c'est que pour moi, elle a deux problèmes centraux. D'abord, c'est de penser que ce vivre ensemble, il se fait pas sur la base d'oppression et d'inégalités extrêmement dures, d'une exploitation extrêmement dure qui existe aussi à La Réunion. Tu vois, on parle depuis tout à l'heure de comment on ne connaît pas notre histoire, comment on ne connaît pas l'histoire des crimes coloniaux, l'histoire des enfants de l'Acre. Ça commence à être un peu connu, mais bon, ça, tout doucement. Connu, mais pas forcément reconnu en plus par l'État, c'est une différence notable. Voilà, c'est ça. Et même quand c'est reconnu par l'État, on veut ensuite faire retirer la stèle des enfants de la Creuse devant l'aéroport. Enfin, tu vois, voilà, quoi. Même quand c'est reconnu, ça gêne. Enfin, je veux dire. Donc, en fait, on peut parler de tout ça, mais on doit aussi reconnaître que on nous fait oublier souvent que l'histoire de la Réunion, c'est une histoire de lutte sociale importante.
Okay. La fameuse multi-ethnicité réunionnaise, etc., s'appuie aussi sur des peuples qui soit ont fui, soit été envoyés par la force en fait à la Réunion. Historiquement, l'esclavage, l'engagisme, l'engagisme est en plus moins connu. Voilà. Moi, j'ai une famille d'Yab, donc je me suis aussi un peu intéressé aux Yab, donc découvrir aussi l'histoire de ce que c'est les Yab, les petits blancs, etc. dans les colonies. Comment ils étaient traités aussi par l'État français. Donc il y a ces questions-là, et en fait d'oublier derrière qu'il y a eu des résistances aussi. Tu vois, le vivre ensemble, certes, mais qui avec qui parce que à La Réunion, il y a eu des luttes sociales très importantes. Moi, j'ai trouvé le bouquin de Prosper Eve sur l'histoire du syndicalisme à La Réunion de 1912 à 1968. C'est des choses, je sais pas, je découvre l'histoire, tu vois. Ouais. Grève de je n'ai cheminots. pas ouvert ce livre, donc. Voilà, tu vois, c'est des grèves de cheminots en 1912. C'est des mobilisations massives qui a eu lieu. Il y avait des meetings massifs aussi, d'abord de la Ligue des droits de l'homme, puis ensuite du Parti communiste. Il y avait des luttes sociales extrêmement importantes. Tu vois, il y a eu mai juin 36, il y a eu aussi à La Réunion, tu vois. Il y a eu des grèves importantes. Donc il y a l'histoire de l'esclavage qui est déjà qui est un petit peu plus connue, mais qui est l'histoire qui, pour moi, à mon avis, est aussi l'histoire de nos luttes. Voilà, je ne suis pas descendant afro-descendant et quoi que ce soit, mais je veux dire, ça participe à la construction de l'histoire aussi des classes sociales à La Réunion. Ouais. Et puis, il y a aussi eu des luttes très importantes au cours de l'histoire, de mobilisation, etc. Pas forcément articulées toujours à la question de l'indépendance, ou de l'autodétermination, ou la question de la nation, etc. Mais il y a eu beaucoup de ça, on va dire, et moi c'est le sujet auquel j'essaie de m'intéresser un petit peu aussi maintenant. Bon, c'est un tout début, c'est balbutiant, etc. Donc du coup, casser un peu le vivre ensemble quand tu vois en fait que, je sais pas, je te donne un exemple tout simple, mais quand tu regardes les documentaires il y a un documentaire qui est sorti sur les frères Vergès par exemple, tu vois les documentaires sur comment il avait été laissé pour mort et tabassé, Paul Vergès, par des nervis. Les nervis, c'est littéralement des groupes d'extrême droite qui sont financés, payés par les élites à l'époque de La Réunion et y compris des représentants de l'État français, de la préfecture, etc., qui allaient tabasser des gens pour empêcher les luttes sociales. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire vivre ensemble, peut-être, mais qui avec qui tu vois, ne pas oublier qu'il y a aussi des divisions de classe à La Réunion. Deuxième chose qui est importante à voir, c'est vivre ensemble, mais attention à ce que ça ne permette pas de dire vivre ensemble contre qui. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup ces derniers temps, c'est comment est-ce que l'extrême droite est en train d'avoir une croissance phénoménale pour des raisons différentes dans les différents outre-mer, mais en particulier à La Réunion. La Réunion a son premier député du Rassemblement national. Le Rassemblement national, par exemple, c'est pas un hasard, pour le premier point que je disais, si c'est le parti, par exemple, qui dit qu'il faut arrêter de parler d'esclavage. C'est le parti c'est un parti ultra assimilationniste en dernière instance, tu vois. Il veut plus qu'on parle de lutte sociale, plus qu'on parle de l'esclavage comme une partie de cette histoire des luttes sociales, etc. Dans l'île, et qui émerge par la profondeur de la misère sociale, des conditions coloniales, on le disait, de tous ces petits agriculteurs de vivriers en fait qui se retrouvent dans les situations de chômage, c'est cette partie de la population qui en gros se dit on a quelque chose à sauver en étant français. Et maintenant on voit des gens venir d'ailleurs sur place et devenir un danger pour nous. Donc par exemple il y a tout un discours xénophobe brutal contre les Mahorais. Mahorais et Comoriens qui sont des peuples frères pour nous à La Réunion, quoi. Nous on avait des Comoriens en classe avec nous, les Mahorais, etc., tu vois, pas de problème. Et en fait moi ça m'a surpris que juste après le cyclone Chido puisse retrouver par exemple l'idée de milice des groupes qui veulent aller tabasser des jeunes parce qu'ils sont dans des situations de misère qui les amènent à être à la délinquance, à des situations mais c'est des misères sociales profondes, quoi. Des gens qui sont dans des habitats informels, etc. Et ce retour de l'extrême droite, pour moi, il est très préoccupant et il montre la réalité de ce discours du vivre ensemble, de attention, parce que derrière, il y a aussi une volonté de dire jusqu'à présent tout allait bien jusqu'à ce que ce nouveau corps étranger arrive. Et donc c'est ciblé contre les Mahorais. En plus, ça a fait un écho avec le fait qu'il y a une partie des populations qui peut être musulmane. Donc ça fait un écho avec l'extrême droite française qui est islamophobe, comme s'il n'y avait pas eu de musulmans à La Réunion avant, tu vois. Enfin voilà. Donc pour moi, cette question, c'est important de s'y opposer brutalement, très durement. Pas en disant, en gros,
pour moi, il faut pas avoir un discours moral, genre, tu vas répondre à ça par, mais non, on est tous pareils, on est tous ensemble, etc. Voilà. Pour moi, il faut pas avoir ce discours moral, il faut avoir une proposition politique pour répondre à ça. Et rappeler qu'une des raisons pour laquelle il y a une situation de misère à Mayotte qui fait que les gens partent de Mayotte pour venir à La Réunion, c'est aussi parce que, par exemple, il y a une situation de misère aux Comores où il y a eu des coups d'État successifs qui ont été menés par la France, par des barbouzes français, etc., qui ont mis le pays dans une hyper-dépendance, qui fait que c'est un des pays les plus pauvres au monde aujourd'hui, et que les gens partent du pays en grande partie parce que c'est une ancienne colonie française qui a pris des coups d'État par des Français. Enfin, voilà. Donc, tu vois, c'est toujours regarder par le petit bout des choses. Ouais. Tu te rends pas compte de qui est le responsable. Et moi, je pense qu'il faut jamais se tourner vers les victimes, mais se tourner vers les bourreaux. Et ça, c'est une question. Je pense que voilà. Donc, cette dynamique du vivre ensemble, juste pour finir, mais il faut réussir à démonter ce mythe entre guillemets pour comprendre qu'est-ce qu'il sert derrière, quoi. Je pense que de mon côté, la première fois où j'ai remis en question ça a été fin des années 2010 quand il y a eu les premiers bateaux sri-lankais qui arrivaient. Et que c'était en plein réseaux sociaux, hein. Enfin, sur Facebook, il y avait énormément de haine qui naissait pour l'arrivée de personnes qui ont fui la mort, qui ont fui des conditions horribles sur place. C'était quoi, 5-6 bateaux, je sais plus, c'était vraiment minuscule, quoi. Ouais. C'était ridicule. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, on nous donne cette exemplarité-là de vivre ensemble, on nous met cette étiquette-là. Mais étrangement, dès qu'il y a le moindre test, justement, ça s'écroule. Il y a plus de solidarité. Et ça fait très peur. Et je trouve qu'on suit de plus en plus... on va pas dans la bonne direction, j'ai l'impression. Et en plus, comme... structurellement, j'ai dit structurellement au moins 20 fois dans cet échange, mais structurellement, comme on a une montée de l'extrême droite, pas qu'à La Réunion, mais partout, ils appuient sur ces points de douleur, sur ces faiblesses pour nous monter les uns contre les autres. Alors que, certes, il y a des divisions, certes, comme tu dis, il faut réussir à comprendre que les peuples réunionnais sont inégaux. Il y a pas d'équité, d'égalité entre les différents peuples. Mais là, j'ai l'impression que ça va de pire en pire. En tout cas, moi, ça me fait très peur. Enfin, on parlait de camps étrangers, etc., du fait que des gens arrivent de l'extérieur, mais il y a aussi un racisme brutal à La Réunion. Je veux dire, tu vois, il y a un truc un peu inimaginaire que, moi, je m'en suis rendu compte beaucoup quand je suis arrivé ici. Parce que tu t'en rends pas forcément compte quand tu es là-bas, parce que tu vois, il y a les blagues et les stéréotypes entre chaque personne, etc. Tu vois, comme si c'était. Non, mais ici, ça passe. Ouais, ici, c'est OK. Ici, ça passe. Mais bien sûr. Tu vois, il y a un racisme très, très, très dur, quoi. Tu vois, à La Réunion, évidemment contre les populations afrodescendantes, mais entre tous les types de populations aussi. Ouais. Et donc, pour moi, cette discussion, elle a un peu tendance à faire oublier ça. Et faire oublier une chose aussi, c'est que même nous-mêmes, en fait, notre identité, on l'a dit depuis le début, mais elle est très remise en question. Je veux dire, moi, je pense qu'il y a toute une génération qui a une crise identitaire actuellement. C'est quoi être réunionnais ? Ça veut dire quoi ? Je veux dire, où on parle beaucoup moins créole, où nos parents nous laissaient peut-être pas parler créole à la maison. Ma mère, elle me disait non, vous parlez pas créole à la maison parce que vous n'aurez pas de travail. Donc c'était comme ça. Puis tu arrives en France, puis tu as un accent, donc les gens se moquent, donc tu caches ton accent parce qu'il faut faire attention. Et puis en fait, ces différentes choses, on va dire, ça reste encore très présent. Et ça joue un rôle central dans la recomposition de l'extrême droite aujourd'hui. Parce que l'extrême droite, elle s'appuie beaucoup sur ça. Sur le fait de dire que, en gros, ces questions n'existent pas. Que le racisme entre Réunionnais n'existe pas. Hein, c'est pas ça le problème. Tu vois, donc on peut accueillir Marine Le Pen avec du Maloya. Parce que voilà, ça n'existe pas à La Réunion, le racisme, tu vois, dans le discours. Donc pour moi, il y a une méfiance très dure à avoir envers cette question parce qu'elle justifie beaucoup, quoi, derrière de mécanismes, etc. Et juste pour finir, oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder la problématique du racisme comme un sous-produit du colonialisme à La Réunion, pas comme une question culturelle juste. C'est pas juste de l'éducation qu'il faut, c'est qu'il faut poser la question coloniale, la question de l'impérialisme pour pouvoir poser jusqu'au bout cette question de l'unité des peuples, etc., qui composent La Réunion.
mais en cassant ça, quoi, en rompant avec les oppressions qui existent entre nous, quoi. Ben, merci beaucoup Julien pour tout cet échange. Merci pour m'avoir invité. On termine toujours par 3 questions à la fin, nos 3 petites questions de fin. Première question, est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes bien et que tu souhaiterais nous partager? Attends, non, là comme ça, j'en ai pas une qui me vient en tête en particulier. Ou que ta maman te disait peut-être... Il disait tout le temps quand saucisse y pendit, c'est quoi déjà? Ah oui. Quand... Comme il causait que saucisse, et Boucané il répondit. Ouais, voilà, je crois que ce serait bien. Ok. C'était la façon de me faire taire. Voilà. Ça marche. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous connaître selon toi? Il y a Boris Gamalia, qui est très bien. Ouais. Après, il y a évidemment toute la génération de chanteurs de Maloya, etc. Bon, ça, c'est plus connu, quoi. Bon, mon chanteur préféré, le groupe, c'est Oussa Noussava. Voilà. Et voilà. Et après, politiquement, pas parce que je me reconnais particulièrement dans tout ce qu'il a dit, etc. Mais c'est quand même intéressant de connaître, par exemple, des figures comme Serge Chinimalé. Ok. C'est intéressant. Je pense. À creuser. À creuser, exactement. Et dernière question, et pas des moindres, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais ou de Réunionnaises? De s'intéresser à notre histoire. Et de ne pas avoir honte de soi-même. Tu vois, on nous habitue trop en fait à ce que notre identité soit une honte parfois ou qu'on doive se justifier en fait. Mais voilà, s'intéresser à notre histoire, la comprendre, notre histoire politique, notre histoire sociale. C'est le conseil quoi, que je donnerais. Voilà. Merci beaucoup Julien. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail, retrouver ce que tu publies? Bah écoute, je pourrais le retrouver sur la Révolution Permanente avec c'est ça, ou sur Twitter ou sur Instagram. Je publie pas énormément, mais quand je trouve des trucs intéressants, en tout cas, je les partage. Ok, on mettra les liens en description. Super, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Salut. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve!